Bienvenue, bonjour à tout le monde. Vous êtes encore nombreux à nous suivre cet après-midi sur un webinaire. Nous allons parler aujourd'hui des systèmes d'information logistique et plus particulièrement, puisqu'il en existe évidemment sur différents sujets, on va parler du WMS, ce fameux Warehouse Management System, qui vient faciliter, on va dire, le fonctionnement de nos entrepôts. Alors, au programme, si ça veut bien, voilà le programme. Au programme donc, de notre webinaire, donc, une petite présentation de Synco Consulting pour celles et ceux qui se connectent pour la première fois à nos webinaires. On va parler, alors sans rentrer trop dans du magistral, mais on va parler système d'information finalement, revenir sur l'essence même d'un système d'information, l'intégration ou les différents systèmes d'information qu'on retrouve dans les métiers de la supply chain. On va revenir ensuite sur le focus WMS avec le contexte du marché aujourd'hui, le besoin et puis donc les attentes de ces outils. On viendra essayer d'identifier un certain nombre d'avantages de WMS. Alors, on ne sera très certainement pas exhaustif sur le sujet, mais les avantages principaux qui répondent du coup aux attentes. Et puis, on verra qu'on a d'autres briques logistiques qui viennent se greffer autour donc, du WMS et qui peuvent bien faciliter la vie des opérations et du quotidien et sur lequel on peut retrouver un certain gain et un retour sur investissement. Comme d'habitude, vous disposerez donc à la fois du lien de replay et à la fois donc du support de présentation donc qui vous seront adressés dans les quelques jours qui vont suivre ce webinaire. Comme d'habitude, le chat est ouvert par écrit donc sur vos claviers pour poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les oublier sur la fin de la session. D'ici 3 petits quarts d'heure, quand on aura fini la présentation, je prendrai vos questions, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, c'est avec plaisir que j'assurerai cet exercice. Et si toutefois il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas la réponse, je me permettrai de vous recontacter par la suite pour vous les apporter. Voilà, alors on commence par Synco Consulting, donc cabinet de conseil en logistique supply chain, l'un des leaders sur le territoire européen, ouvert en 1980 en Italie, depuis plus récemment, depuis plus de 4 ans maintenant sur la France. Un bureau en cours donc d'installation sur l'Espagne. Synco, c'est plus de 600 clients, c'est 2400 projets et une trentaine de consultants avec des partenaires qui vous proposent des actions pour mettre en performance vos activités d'entreposage, d'usine et de distribution. Les schémas de distribution, les master plans, tout ce qui va être logistique d'entrepôt avec donc et j'en profite pour vous montrer également la liste de nos clients, mais une partie de nos clients. Donc toute la partie donc étude de faisabilité, les comparaisons de systèmes manuels et automatisés, toute la partie lancement d'appel d'offres, gestion de la mise en œuvre, gestion du projet avec des outils de simulation de flux, avec des accompagnements sur les parties externalisation, avec aussi la partie donc système d'information, et on est également certifié Calliope justement pour les retours aux fondamentaux. Et on verra que c'est important quand on parle de WMS, puisqu'on peut avoir le meilleur outil du monde au bout des doigts. Si on ne sait pas ce qu'il faut aller chercher comme performance dans nos organisations et dans nos systèmes d'information, eh bien, finalement, on va avoir un bel outil, mais on ne va pas bien pouvoir s'en servir et on va rouler à faible vitesse sur une autoroute et ce sera un petit peu dommage et c'est limite dangereux. Voilà, donc vous avez eu le temps entre-temps de jeter un œil, alors quelques-uns, parce qu'on ne peut pas afficher plus de 600 clients comme ça sur un slide, des petits clients, des moyens clients, des gros clients, tout secteur d'activité, voilà, de l'alimentaire, de la cosmétique, de la pharmacie, de l'industrie, de la distribution, des prestataires logistiques également qui nous font confiance. Voilà, donc un panel intéressant qui nous permet finalement nous aussi de faire un peu de mix entre les différents secteurs d'activité, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui existent dans différents secteurs et nous on essaye de les appliquer et de généraliser ces bonnes pratiques. Alors, sans prétention de ma part, un petit regard sur les systèmes d'information. Bon, vous avez un historique ici qui s'affiche.
avec un des premiers systèmes d'information. Hein, on voit dans LiveRoute avec quelques peintures ou gravages de ce qu'on observait. On était déjà dans le système d'information puisque aujourd'hui, on récupère ces informations-là, ça veut dire qu'elles ont été correctement traitées. Un système d'information, c'est fait pour collecter l'information, pour la mémoriser, ça c'est important, pour la traiter, pour la diffuser. Alors on va bien dans cet ordre-là, parce que si on commence à la traiter avant de la mémoriser et que le traitement a connu certains bugs, ça peut arriver certaines fois, on va mémoriser les mauvaises informations. Donc on collecte, on mémorise, on traite et on diffuse. Et ce système d'information, en fait, fait partie d'un ensemble de 3 sous-systèmes. Un premier qui est un système de pilotage qui permet de réfléchir, de décider, de contrôler et finalement de donner des ordres et de dire au système d'information, en fonction des informations que tu m'as remontées, c'est la petite flèche orange qui remonte le système d'information vers le système de pilotage. En fonction de cette information-là, je décide de lancer une opération, de lancer une vague de préparation, de lancer un chargement de camion, d'ouvrir une réception, de lancer un inventaire, etc. Alors, les exemples, évidemment, sont très ciblés ici sur la partie WMS et logistique, mais c'est le point de données, le point d'entrée du système d'information. Et ce système d'information, évidemment, ne va pas garder l'information pour lui, parce que sinon, il ne va rien se passer, mais il va transmettre cette information à un sous-système qui s'appelle un système opérant, qui, lui, va se charger de transformer, de produire. Et donc, c'est la réalisation finalement de l'action. Alors, dans ces systèmes d'information, on va commencer par positionner notre WMS, puisque c'est bien l'objet. Le WMS va être considéré comme un système opérant du système d'information. C'est-à-dire que le système d'information principal d'une entreprise, je vais dire quelle que soit sa taille, mais aujourd'hui, des ERP, il y en a de plus en plus, y compris sur les petites structures. Le système d'information d'une entreprise, c'est bien l'ERP. C'est la base de données unique qui va rassembler des éléments, des informations qui vont concerner des opérations, la fabrication, la compta, les RH, etc., de manière à tout consolider et essayer de prévoir un maximum, à la fois du point de vue financier, c'est la base de l'ERP, on attend des éléments financiers, mais on va s'en servir aussi pour aller chercher justement de la notion de traçabilité, de temps réel, ce qu'on attend finalement de nos informations, et éviter de dire j'attends que le réceptionnaire a déchargé 3 palettes, je marque sur le papier qu'il y a 3 palettes de décharger tel fournisseur, ça va à la compta parce que je dois valider une commande d'achat, et puis ensuite ça retourne à la prod ou à l'ordonnancement parce que je dois les informer que ces 3 palettes sont arrivées et donc on peut lancer une production. Ça, alors ça existe encore évidemment dans certaines exploitations et on verra. Mais l'idée, c'est bien d'utiliser nos outils, ces outils performants, pour partager l'information et la diffuser à qui de droit en temps réel, avec évidemment des notions de confidentialité, de restriction, puisque cette information est diffusée aux seules personnes qui sont autorisées à les recevoir dans l'organisation. Notre WMS va remonter d'un cran quand on va le prendre en lui-même. Le système opérant en lui-même, finalement, c'est un système d'information dont le système de pilotage sera l'ERP. Alors, ça peut être aussi, alors c'est l'ERP d'une part pour les redescentes avec donc l'information, les remontées d'informations avec une notion d'interfaçage. C'est aussi une direction d'exploitation, des services ordonnancement et autres qui vont, sur la base des remontées d'informations WMS, décider les différentes opérations. Et le WMS va disposer de systèmes opérants qui sont des opérateurs de manière traditionnelle dans les entrepôts, des préparateurs de commandes, des manutentionnaires, des caristes, des agents de quai et autres, mais qui sont aussi des systèmes automatisés, donc à travers des outils, ce qu'on appelle un WCS, Warehouse Control System, mais je ne vais pas vous noyer dans ces données-là. Donc le WMS peut donner des consignes et faire réaliser donc, des opérations de manière automatisée à des robots, à des AMR, à des transstockers, des mini-loads et tous les systèmes automatisés qu'on peut connaître. Et si vous voulez en savoir plus sur les systèmes automatisés, je vous invite à consulter notre chaîne YouTube et les webinaires qu'on a pu réaliser sur le sujet. Un point qui est important et qui me semble capital, l'opérateur fait partie intégrante du système d'information. C'est juste essentiel. Ne considérez pas que vous avez un très bon outil, donc tout va bien se passer. Non, l'opérateur fait partie puisque
Aujourd'hui, à travers des interfaces homme-machine, on reviendra sur le terme, c'est l'opérateur qui vient renseigner des éléments au niveau du système, qui vient paramétrer le système, qui vient donc réaliser, confirmer, etc. Et donc, c'est important de bien considérer qu'un système d'information inclut les opérateurs et les hommes et femmes qui sont derrière les écrans. Une petite prise de recul sur les systèmes d'information sur la supply chain, évidemment, puisque donc on identifie ici donc notre outil de gestion d'entrepôt, Warehouse Management System, qui va s'intégrer, qui fait partie donc de la couche la plus basse entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais la couche la plus basse de la supply chain, ce qui est la supply chain execution. L'exécution de la supply chain. Alors, on est sur un outil d'exécution, on n'est pas sur un outil de planification. Quand bien même on essaye de planifier un maximum nos opérations, il y a des briques et des outils qui nous permettent de le faire, mais on vient planifier en fonction d'ordres qui nous ont donnés ou de consignes qui nous ont été données par un ERP, par un système donc d'administration des ventes qui a saisi une commande, par un système d'ordonnancement qui a lancé un ordre de fabrication, qui a besoin de matière, qui a besoin de composants, de colorants, de tout ce qu'on veut pour fabriquer. La fabrication, elle a besoin de nos éléments, comme elle a besoin de ressources humaines, de capacité machine, etc. Et la fabrication, elle, va avoir ce qu'on appelle un MES, Manufacturing Execution System, pour suivre en temps réel la partie fabrication. Et dans l'entrepôt, donc l'équivalent du MES, c'est le WMS, Warehouse Management System. Et puis au-dessus, on va trouver toutes les couches de planification, les couches que j'ai l'habitude d'appeler peut-être boule de cristal et mare de café. Alors, c'est pas péjoratif évidemment, mais c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des prévisions. Les systèmes d'information nous les permettent. Mais c'est bien le rôle de la supply chain de dire ok, je planifie en fonction des prévisions, mais j'agis et je réagis et j'ai besoin d'agilité et un bon outil, un bon système de gestion d'entrepôt va me permettre d'avoir cette agilité au jour le jour. Un petit point d'attention quand même ici, puisque juste au-dessus de gestion d'entrepôt, à l'intérieur de l'ERP, on voit la notion de gestion de stock. Il me semble important à ce stade de bien dissocier les deux et de bien exprimer le fait qu'un WMS n'est pas un outil de gestion de stock. Un WMS est un outil de gestion des emplacements de stock, de traçabilité, mais son rôle n'est pas, même s'il peut être déclencheur d'alerte, entre guillemets, son rôle n'est pas de dire attention, j'ai préparé des bouteilles d'eau et il n'y a plus qu'une seule palette, il va falloir commencer à en commander 3, 4, 5 palettes, etc. Oui, on peut avoir des seuils qui identifient, qui disent attention, on est plutôt sur un seuil bas. Oui, on va gérer des classes de rotation pour optimiser les emplacements, le stockage, mais non, le WMS n'est pas à l'origine des commandes d'achat, n'est pas à l'origine de la gestion du stock en elle-même, c'est bien aux fonctions ERP ou à d'autres fonctions d'entreprise, même si elles ne disposent pas d'un ERP, de faire cet approvisionnement. Et je pense que c'est une clarification qui est nécessaire, y compris chez certains de nos clients. Alors, dans le contexte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des entreprises qui sont globalement relativement bien équipées en WMS, puisque donc, alors moi j'ai eu la chance de participer en début de carrière à l'élaboration, à la mise au point d'un WMS. Hein, c'est dans le temps où quand on voulait flasher des palettes, on avait un câble d'1,50 m pour s'approcher d'un ordinateur, sinon on ne pouvait pas flasher. Mais c'est pas si vieux, je vous rassure. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus l'entrepôt est grand et plus l'implantation, l'estimation du taux d'équipement des entreprises est important. Très faible sur les moins de 1000 m². Alors peut-être parce que d'un temps, on avait des systèmes d'information qui étaient plutôt assez gros, costauds, difficiles à mettre en œuvre et qui s'adressaient plutôt à des grosses structures. C'est quelque chose qui se démocratise aujourd'hui et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des outils qui sont très bien adaptés donc, à la taille de l'entreprise. Et évidemment, supérieur à 1000 m², on imagine mal une gestion papier, crayon, tableau blanc pour aller gérer donc, les emplacements, les préparations de commandes et le reste. Sur les secteurs d'activité, on est sensiblement identique. Alors, on a
en fonction des secteurs, on est plus ou moins intégré en termes de WMS. Alors, on parle ici soit de WMS, soit d'un module WM, donc Warehouse Management, qui est greffé dans un ERP et donc qui répond à des fonctionnalités, peut-être un peu moins bien, mais qui répond donc aux fonctionnalités de base d'un outil de gestion de troupe. Alerte ici, alors alerte ou pas alerte, en tout cas l'information ici, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne des clients sur des projets WMS qui peuvent être soit des projets d'implémentation, parce qu'on suit encore les stocks et la gestion et les emplacements de manière un peu artisanale ou sur un tableur. On a aussi des projets sur lesquels on est en renouvellement de WMS, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les premiers WMS commencent à dater un peu. Ils sont basés sur des technologies qui commencent à être peut-être caduques, hébergés sur des serveurs qui sont caduques, avec des programmations qui peuvent être un peu caduques. Et donc, on est plutôt dans une phase aujourd'hui de renouvellement pour aller chercher les bénéfices des nouvelles technologies, un peu d'intelligence artificielle, la convivialité dans les outils, etc. Donc, c'est des choses évidemment qu'on va aller chercher et écrire et rédiger dans un cahier des charges. Alors, moi j'ai envie de dire un WMS aujourd'hui, finalement, c'est comme une voiture, on le choisit en fonction de ses propres besoins. Donc, on va aller comparer l'achat d'une voiture avec l'achat d'un WMS. Bon, alors, c'est pas le même prix non plus, c'est pas le même usage, mais vous allez choisir un gabarit de véhicule en fonction d'un nombre de passagers à embarquer avec vous, en fonction de la typologie des routes, de l'utilisation que vous allez en faire. Et donc, le WMS, vous allez le choisir aussi en fonction de la taille de votre entrepôt, le nombre d'utilisateurs, parce que aujourd'hui, dans le marché du WMS, alors on est, nous, chez Synco, indépendant de tout fournisseur du marché, c'est quelque chose qu'il faut bien noter et c'est important pour nous de garder notre neutralité. On ne va pas vous donner des noms d'éditeur ou l'intégrateur de WMS, mais on va parler vraiment fonctionnalité. Et donc aujourd'hui, dans la carte disponible des WMS, vous avez des éditeurs qui s'adressent à des petits comptes, à des e-commerçants qui démarrent une activité, donc bien souvent greffés aussi à des sites de place de marché. Et puis vous avez des Rolls-Royce, entre guillemets, puisqu'on fait l'analogie avec les voitures, qui vont vous permettre de faire énormément de choses avec beaucoup d'utilisateurs, avec beaucoup d'emplacements, etc. Donc ça, déjà, il y a cette notion de taille qui commence par ce qu'on appelle un RFI quand on a une démarche de WMS, Request Information, c'est on va aller solliciter les intégrateurs et leur demander finalement à qui ils s'adressent, à quel secteur de marché et qu'est-ce que c'est faire leur outil par rapport à moi ce que je veux faire. Vous avez, comme dans les voitures, des équipements de série et des équipements qui sont en option. Voilà, la motorisation, les fonctionnalités, c'est de série, forcément, il y a des moteurs dans les voitures. Eh bien, ce qu'on attend, nous, forcément, d'un WMS, c'est de gérer des emplacements, c'est d'avoir une traçabilité, c'est de gérer du temps réel, c'est d'être fiable, évidemment, et peut-être même de s'adresser à certains secteurs d'activité. Alors, est-ce que c'est série, option, avec des notions de pré-paramétrage, avec des contraintes? On doit gérer des sérialisations, on doit gérer des numéros de lot, on doit gérer des numéros de série, on doit gérer du FIFO, on doit gérer du FIFO, on doit gérer du LIFO, on doit se connecter à des systèmes automatisés. Donc tout ça, ça fait partie des équipements, j'allais dire, qu'on va demander à nos WMS et qui sont capitaux. Les équipements en option, on peut avoir des briques qui vont jouer sur la partie planification, choix des transporteurs. Si ce n'est pas fait par l'ERP, ça peut être fait par le WMS. C'est toujours mieux que de le faire par finalement un opérateur qui est dans une grille de transport et qui tiens, je vais appeler tel transporteur, même s'il n'est pas référencé. Voilà. En tout cas, il y a une meilleure maîtrise des coûts. La partie OMS, Order Management System, comment je priorise le lancement de mes préparations, comment est-ce que si je suis sur un entrepôt ou une activité multi-entrepôt, de quel entrepôt est-ce que je dois faire partir ma commande, etc. Tout ça, c'est le WMS qui va le décider, y compris des fois des alimentations, parce qu'à l'intérieur des mêmes entrepôts, on peut être amené à avoir plusieurs filiales. Et donc, avec un transfert physique et ou informatique des produits donc, en termes de magasins, donc à l'intérieur d'entrepôts. Et donc, ici, on va pouvoir aller chercher donc, ces notions et on verra quelques exemples pendant notre webinaire. La motorisation est importante. Voilà, la motorisation aussi d'un WMS, c'est finalement, est-ce que je l'héberge moi, j'achète des serveurs, je l'héberge, donc j'achète
et je gère après, et derrière, ben, j'achète des mises à jour auprès de l'éditeur ou de l'intégrateur. Est-ce qu'au contraire, je vais en mode SaaS? Il manque un A ici, il y a deux A à SaaS. Donc, est-ce que je vais chercher donc, ce mode SaaS, c'est-à-dire que je confie à mon éditeur, mon intégrateur, l'hébergement de l'outil, et je suis en mode finalement entre guillemets de location de l'outil. Alors attention à la gestion et à la récupération de la base de données à l'issue, mais ben, je ne paye mois par mois que un certain nombre de users qui vont se connecter sur la base, et dans mon forfait, je bénéficie des mises à jour régulières donc, du logiciel. Et puis il y a la partie donc, ben, acquisition, hein, achat, location, hébergement. On revient un petit peu sur la même notion ici. Donc je peux être donc différents dans différentes configurations qui peuvent jouer aussi, qui peuvent avoir un impact aussi avec vos directions financières, qu'à un moment donné, je peux consacrer plutôt mon CAPEX, mes investissements sur des outils de production, sur mon cœur de métier, et puis aller chercher donc plutôt de la location, du leasing, du crédit bail sur mon outil de gestion d'entrepôt. C'est-à-dire que je bénéficie au même titre que des engins de détention que je vais chercher en location, je bénéficie des avantages, mais je n'immobilise pas une somme importante d'argent au niveau donc, de l'entreprise. Et pour faire ça, il faut définir vos besoins, il faut bien maîtriser vos process en MMA, et donc il faut un bon cahier des charges, une bonne connaissance du marché du WMS pour aller identifier donc, cet outil, finalement, on va le considérer double. On va aller chercher, donc il va nous permettre d'accélérer le changement à travers cette notion vraiment de temps réel, de visibilité de l'ensemble de mes activités de l'entrepôt. Alors évidemment, ce n'est pas l'outil qui fait tout, encore une fois, hein. L'homme fait partie de la machine. Si à un moment donné, vous réceptionnez des retours, que vous entassez les retours dans un coin d'entrepôt et que pendant 2 semaines, vous n'en occupez pas, ben, s'il n'y a pas des bonnes traces dessus, la bonne étiquette et tout ce qui va bien, ce n'est pas le WMS qui va vous rentrer vos retours automatiquement. Par contre, ben, il va pouvoir vous servir à dire ben, là, je suis sur tel code produit, qu'est-ce que j'attendais comme code produit, pour quel client, j'ai le choix, j'ai pas le choix, il y en a qu'un, il y en a deux, il y en a trois, etc. Et donc, ça va vous permettre quand même de canaliser, de vous donner, d'augmenter les chances, je veux dire, d'une bonne traçabilité sur ces retours, par exemple. La digitalisation, aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie 4.0, d'industrie 5.0 avec la réintroduction des notions de RSE et d'humain dans l'entreprise, dans l'industrie. Le WMS va plutôt correspondre au 4.0, les machines partent aux machines. On va parler 5.0 en entrepôt quand on va aller chercher des outils d'automatisation. Mais ici, c'est important aussi de savoir digitaliser, de pouvoir communiquer avec la prod, avec l'entreprise, de pouvoir communiquer avec des fournisseurs, de pouvoir communiquer avec des clients, de partager des informations en temps réel. Le géant du e-commerce que tout le monde connaît, dont le nom commence par un A, a commencé par d'abord mettre ses outils en place, communiquer en temps réel avec ses fournisseurs, et quand vous vous connectez sur sa place de marché, en permanence, vous savez si il y a du stock, s'il n'y a pas de stock, s'il peut être livré, s'il ne pouvait pas être livré, sous combien de temps, etc. Donc c'est important, cette notion de digitalisation. Et si les entrepôts aujourd'hui ne se digitalisent pas et si on reste en mode papier, on n'aura pas de temps réel, on ne pourra pas communiquer avec nos clients, nos fournisseurs et nos productions. Et donc, on se met des bâtons dans les roues et on se prive d'opportunités de développement. Et c'est important d'avoir ce WMS aujourd'hui dans les entreprises. Je parlais de l'agilité tout à l'heure parce que en termes de maîtrise du processus, en termes de gestion, je dirais, des crises, de changement, de traitement d'une commande d'urgence ou de dernière minute, c'est des outils qui vont nous permettre de pouvoir réaliser ça. Et puis derrière, c'est des outils qui vont nous permettre encore une fois aussi de nous connecter à des systèmes donc automatisés à travers ce fameux WCS. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez finalement quelques post-it qu'on a pu marquer au fil de l'eau, tous autant que nous sommes, en disant bah, tiens, voilà, mais je constate que j'ai des petits volumes, j'ai des plus petites commandes, que je multiplie les références, que je vais stocker de la pièce détachée, voilà, que j'ai des pics, etc. Et donc, c'est un outil, un WMS, qui va vous permettre
d'aller finalement répondre aux exigences et aux engagements que vous allez pu faire auprès de vous. Je veux marquer ici, là aussi, l'importance, je vous ai dit tout à l'heure, un WMS ou un module WM peut être greffé, peut faire partie d'un ERP. Voilà, c'est pas rare. De plus en plus d'ERP vont mettre en place un module WM de gestion d'entrepôt. En fonction des ERP, on va avoir des outils qui sont plus ou moins aboutis, qui donnent des possibilités, des valeurs ajoutées supplémentaires. Quand vraiment on veut aller sur une spécialisation, quand notre cœur de métier c'est de la logistique, qu'on a des choses vraiment spécifiques, qu'on est prestataire logistique, forcément, on ne va pas confier à un éditeur ERP notre outil de gestion d'entrepôt, on va plutôt aller chercher quelque chose de spécialisé. Tout dépend vraiment de cette valeur ajoutée qu'on veut donner et des spécificités qu'on veut donner. Mais il est important aussi de dissocier les fonctions qu'on va confier à un ERP et les fonctions qu'on va confier à un outil, donc WMS. L'ERP, on est sur de la gestion administrative, c'est des activités commerciales, c'est des activités de production, c'est des activités d'approvisionnement, tout ce qui va être vente, facturation et autres. Donc, c'est important aussi. Et l'ERP va connaître dans son environnement, si on n'a pas ce module WM, évidemment, on va connaître son environnement, une quantité globale sur un article. Éventuellement avec une distinction de numéro de lot, mais c'est pas sûr. Mais j'en ai 100 dans l'entrepôt, quelque part. Le WMS, lui, les 100 va savoir exactement à quel endroit ils sont. J'ai 2 palettes de 50, une de 80 en réserve, une de 20 en picking. J'en ai 3 palettes de 30 en réserve et 10 en picking. J'en ai 10 dans un statut un petit peu différent. Donc, on va plutôt échanger dans un ERP des quantités globales avec des statuts. C'est bloqué, c'est en quarantaine, c'est disponible parce qu'on doit savoir ce qu'on peut vendre aux clients. Charge au WMS d'aller identifier, localiser et gérer ce qu'on appelle les unités de manutention. Et c'est bien ce qu'on va attendre de nos outils de gestion d'entrepôt. Quand je reçois la palette, je dois savoir où aller chercher la marchandise pour la préparer le plus vite possible. Et avec, j'allais dire, une économie en termes de temps, de process et également donc, de surface de stockage. Si on prend un exemple tout bête, et c'est un des apports donc, des WMS, c'est cette notion de par combien. Aujourd'hui, quand on analyse des données, ce qu'on appelle des master data, donc des données d'articles dans un ERP, bien souvent on a les poids, parce que dans le poids, c'est obligatoire à mettre sur un bordereau de livraison pour s'assurer qu'on est bien dans les règles en termes de transport. Des fois, on a la dimension, voilà, mais la dimension plutôt d'une unité de vente ou plutôt d'un lot de 5 ou plutôt d'un lot de 10 ou d'une palette. On ne sait pas trop. Dans un WMS, on va gérer différentes couches de par combien. Et vous avez l'exemple ici sous les yeux. Alors, on ne va pas le développer maintenant, mais l'idée, c'est de dire j'ai des unités consommateurs. Je ne vais jamais descendre à l'unité consommateur, sauf si elle est équivalente à l'unité de vente. J'achète jamais une pile toute seule, j'achète par 2 ou par 4. Donc l'unité de vente, c'est le blister de 2 ou de 4 piles que je vais mettre dans un petit colis. Le petit colis va être dans un plus gros colis, ça va être mis en couche sur des palettes et on va gérer des palettes. L'idée, c'est de faciliter, de fiabiliser aussi les prélèvements. Et un opérateur, quand on lui dit il me faut 3512 UVC, qu'il sache que c'est peut-être une palette de 3000 et puis une couche de 500 et puis 12 unités à prélever derrière, plutôt que sortir sa calculatrice et savoir ce qu'il faut qu'il sorte de l'entrepôt. On lui donne l'unité à préparer, on lui donne l'adresse à préparer et il va chercher ça et ça va faciliter la tâche. Et derrière, avec une bonne traçabilité, on verra des codes barres, des QR codes, du RFID si nécessaire. On va aller valider, fiabiliser. Donc, à la fois le fait qu'on prenne la bonne marchandise et ensuite la bonne quantité. Alors, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un WMS quand on voit ce contexte? Donc, et j'insiste beaucoup ici, on va attendre la traçabilité de temps réel. Et ça, on va répondre à travers une bonne interface. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir communiquer, sortir les informations avec les systèmes donc,
environnant, avec les parties prenantes, puisque si le WMS est un système isolé et que à chaque fois on vient ressaisir des informations, on ressaisit des commandes, on ressaisit des articles, des quantités, des réceptions, ça va être un peu compliqué, on va encore avoir des risques d'erreur et l'idée c'est vraiment d'aller chercher de la fiabilité de l'information pour garantir la disponibilité des pièces et les bons états d'inventaire. On va aller chercher l'optimisation des surfaces, ça rentre vraiment intégralement quand on va calculer un ROI sur un WMS. Alors quand je dis surface en mètres carrés, c'est une surface en mètres cubes. Pourquoi? Parce que alors déjà on va respecter à travers ce qu'on appelle une carte magasin des contraintes de réglementation. Si j'ai des produits qui sont dangereux, si j'ai des produits qui sont à stocker à une température bien donnée, si j'ai des produits qui ont une caractéristique spécifique, je vais le paramétrer à la fois dans mon WMS et à la fois donc, sur ma carte magasin et à la fois sur mes articles, de manière à ce que le système n'envoie que ces produits-là que là où on a le droit de les mettre. Et puis derrière, il va plutôt optimiser les emplacements, c'est les largeurs de palettes. Je vais me retrouver toujours dans un environnement, dans une liste avec les mêmes largeurs de palettes. Parce que si je commence à mettre différents formats de palettes, je vais faire de l'espace sur mes listes de stockage. Je vais gérer des hauteurs, mais les palettes d'1,20 m, on va éviter de les mettre dans des emplacements de 2 mètres. Alors, des fois, on n'a pas le choix d'entrepôt parce qu'on arrive à des taux de saturation. Mais cet outil va me permettre vraiment d'utiliser, d'aller optimiser mes capacités de stockage de manière à pouvoir prendre un peu plus de produits et les chercher d'une manière intelligente et proposer ce qu'on appelle des compactages, des regroupements, des réappro-picking et tout ce qui va être flux interne plutôt de l'entrepôt. Troisième point très important qui va nous permettre là aussi d'aller chercher du ROI, c'est la partie RH, gestion de la productivité, limitation des déplacements, affectation des bonnes tâches, des bonnes missions de travail aux bons opérateurs. Dans les entrepôts qui sont assez grands, on va pouvoir avoir une dispersion géographique, on va gérer des autorisations, on va gérer vraiment l'optimisation de manière à pouvoir lancer des vagues de préparation au bon moment avec les bonnes personnes, que mes produits ne restent pas trop longtemps sur le quai et que donc quand le transporteur arrive, j'ai ma palette, mes produits qui sont prêts, ma commande qui est prête et qui aura été peut-être préparée par 3 personnes, mais qui auront eu chacun une couverture d'entrepôt plutôt qu'envoyer des personnes qui fassent des kilomètres à vide avec des horaires de manutention. Donc ça, c'est ce qu'on attend aussi d'un WMS, c'est optimiser donc les déplacements. Alors évidemment, en fonction des attentes, en fonction des secteurs d'activité, on va plus faire attention à l'optimisation des surfaces qu'au déplacement, plus à la traçabilité qu'au déplacement, etc. Donc chacun finalement sa grille de lecture et d'interprétation, et d'où différents outils sur le marché qui existent et qui sont applicables. On va aller chercher aussi, le cas échéant, des opérations à valeur ajoutée, de la gestion de kitting, de nomenclature, de réétiquetage, de changement de mode d'emploi pour affecter la bonne langue, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va aller chercher à travers ces outils qui vont être autonomes. C'est-à-dire qu'on va leur passer une commande, je ne sais pas moi, d'un kit téléphone plus coque plus chargeur. Et donc, ils vont se charger de décrémenter du stock, un téléphone, un chargeur et la coque, plus éventuellement les articles de conditionnement, le boîtage qui va avec, de manière à pouvoir gérer cette commande de manière uniforme. Et puis, on a besoin d'outils aujourd'hui qui sont fluides et qui sont intuitifs. Et là, j'ai mis avantage geek entre guillemets, c'est que on a tous aujourd'hui ce qu'on appelle les PDA, Personal Digital Assistant, dans nos poches. C'est des smartphones, c'est nos téléphones. On a tous des applis assez performantes, on a des habitudes de scrolling et autres. Et quand une génération qui n'a connu que le smartphone arrive dans un entrepôt et tombe sur un écran avec des informations partout, on ne sait pas où cliquer, où aller chercher l'info, les couleurs sont monotones, etc. La personne qu'on vient de recruter n'a qu'une chose en tête, c'est de fuir en courant cet environnement. Et donc l'idée, et ça fait partie aujourd'hui des renouvellements WMS chez nos clients,
L'idée, c'est d'aller chercher des outils qui sont fluides, qui sont vraiment intuitifs et qui permettent d'aller chercher de manière assez naturelle une information, gérer un paramétrage, etc. Les clés du succès qu'on va avoir sur ces outils, c'est la maîtrise des processus. La première chose, on ne peut aller chercher un bon WMS que si on maîtrise ses propres processus. Qu'est-ce que j'attends? On parlait de cahier des charges tout à l'heure. Qu'est-ce que j'attends de mon WMS? Et donc, c'est important de prendre le recul, de bien retranscrire comment je fonctionne aujourd'hui. Et on verra sur la fin du webinaire, c'est important de dire, voilà comment je fonctionne aujourd'hui. Alors, quand je dis comment, voilà ce que je dois faire aujourd'hui, ce que j'ai besoin de faire. Et voilà comment le système me propose de le faire. Et c'est important des fois de se remettre en cause dans son fonctionnement. Important, vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, s'il n'est pas bien paramétré, vous avez chez Out, je suis désolé de l'expression, mais voilà, il n'y a pas plus clair que ça. Si on n'a pas des bons paramètres, on n'aura pas des bonnes remontées d'informations, on n'aura pas des bonnes informations du système, et donc derrière, c'est comme en production, quand une nomenclature de table ne consomme que 3 pieds pour faire une table. Il y a des tables à 3 pieds, je pense qui existent, mais on est vite en rupture de pied quand on lance nos ordres de fabrication. Une bonne infrastructure, parce que c'est frustrant d'avoir un bon outil et puis à un moment donné, en plein milieu de l'entrepôt, d'avoir une coupure de Wi-Fi parce qu'il y a une zone blanche. Donc du coup, on ne sait plus si ce qu'on a flashé avant, ce qu'on a enregistré, c'était enregistré par le système, s'il faut le refaire, comment je fais, je reflash, je dédouble, etc. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette infrastructure. Alors, elle est rarement abordée quand on est sur un chiffrage WMS par les éditeurs et les intégrateurs, mais c'est important d'avoir vraiment cette couverture. Les interfaces homme-machine adaptées, pourquoi? Parce que c'est les hommes qui parlent aux machines et les machines qui parlent aux hommes. Et c'est important de sélectionner le bon outil, un outil donc, de flashage, un outil donc, mobile dans les entrepôts, avec les mains les plus libres possibles quand on fait de la préparation. Donc ça peut être des tablettes sur les engins avec une notion de bague de scan qui est connecté en Bluetooth sur cet engin qui lui-même est connecté en Wi-Fi sur un serveur qui se connecte avec le logiciel en mode SaaS qui est hébergé à l'autre bout du monde. Bon, l'essentiel, c'est de pouvoir fonctionner et d'avoir vraiment cet outil performant qui nous permet de bien communiquer avec la machine, de plus possible flasher, échanger des informations automatiques plutôt que passer par des claviers de saisie ou autre. Des bons tableaux de bord, des bonnes remontées d'informations. On a vu tout à l'heure 3 sous-systèmes, système d'information. En dessous, on a donc le système opérant, au-dessus le système de pilotage. Si on ne remonte pas les bonnes informations au pilote, si le tableau de bord de la voiture ne me donne pas le vrai kilométrage réel, je risque de prendre un flash. Et voilà, c'est ce qui peut arriver aussi. On prend les mauvaises décisions si on a les mauvais tableaux de bord qui sont liés aussi évidemment à ces notions de paramétrage. Et ces paramétrages aussi, c'est important dans nos outils qu'on puisse, moyennant évidemment la formation, avoir un accès aux bons paramètres, qu'on puisse modifier les process, les stratégies de lancement de préparation. Je veux préparer tous les jours à 15 heures les commandes de tel et tel client qui vont partir pour tel camion, etc. à 17h30. Et ben, je peux paramétrer tout ça et gagner du temps aussi et regagner finalement de la matière grise plutôt qu'avoir des tâches répétitives quand je suis devant un écran et sans valeur ajoutée quelque part. Et puis, je mets un peu d'IA, évidemment, puisque nos outils sont performants. À la base, c'est des algorithmes. Il y a eu un peu de machine learning qui est arrivé petit à petit dessus. Maintenant, il y a des IA, donc du prédictif, qui nous permettent d'enrichir cette notion de pilotage et d'aller. Voilà ce qu'on attend vraiment des WMS. Ces WMS, il ne faut pas, tout à l'heure je vous disais, il ne faut pas qu'ils restent tout seuls, on va les interfacer. Alors on a plusieurs cas de figure. Quand on a une activité internalisée, on peut très bien avoir cet ERP avec une brique WMS qui est inclus dedans, donc ça évite des notions d'interfaçage d'outils, etc. On peut aller, si on a besoin d'aller assez loin ou si on a besoin de fonctionnalités que ne dispose pas de WM de ERP, on peut aller l'interfacer avec, générer une interface entre un ERP et un WMS. Si on externalise,
la partie logistique. On peut avoir donc en général le 3PL va avoir un WMS et qui va donc discuter avec l'ERP du donneur d'ordre à travers donc une interface. Et puis vous pouvez avoir aussi le cas de ERP avec un chargeur, hein, ce qu'on appelle, donc, qui va diffuser donc ses produits, qui va avoir plusieurs entrepôts avec peut-être plusieurs prestataires, et donc tous vont être interfacés, peut-être d'une manière uniforme, peut-être de manière différente selon les WMS des différents prestataires, mais tous devront pouvoir communiquer avec l'ERP à travers des notions d'échange, alors de fiches articles, des master data, donc qu'on va enrichir encore une fois dans le WMS par rapport à un ERP, à travers tout ce qui va être consigne, demande de réception, confirmation de réception, les commandes, confirmation de commandes, les chargements, les transports, tout ce qui va être mouvement de stock. Donc là, il y a des accords à faire aussi. On n'est pas sur un sujet outsourcing, hein, mais il y a évidemment à qualifier qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on autorise à faire à un prestataire par rapport à un donneur d'ordre en termes de mouvement d'inventaire, de blocage, de déblocage, de casse, etc. Et puis, très important, quand on vient interfacer un ERP avec un WMS, il faut absolument avoir un fichier de ce qu'on appelle un synchrostock. C'est tous les matins, je compare mon stock SAP, je compare, enfin, pardon, de l'ERP, je compare mon stock avec mon WMS et je vérifie qu'il n'y a pas d'écart parce que malgré tout, on reste quand même dans un milieu, dans un domaine informatique, il peut y avoir des fichiers qui sont envoyés, qui sont mal intégrés, etc. Et donc, si on ne regarde pas tous les matins les écarts de la veille et qu'on attend une semaine, 2 semaines, un mois, on est là aussi, c'est comme les retours, on est cliniquement mort pour réaliser ces opérations. Bon, très rapidement, toutes les zones de l'entrepôt, évidemment, sont concernées par le bienfait donc, WMS, heureusement, la réception, rangement, manutention, préparation, et avec donc, ces notions de tableau de bord qui arrivent, et c'est quelque chose d'important. Rapidement, quelques avantages et bienfaits d'un WMS, la réduction du dock-to-stock, je reçois de la marchandise, sur mon cas de réception, là je commence à l'enregistrer et là j'ai un petit signal qui me dit attention, ce produit-là est attendu pour faire partir la commande numéro tant, donc c'est pas la peine qu'elle passe par la phase stockage, déstockage, préparation de commande, expédition, et je peux l'emmener directement sur le quai. Ça c'est quelque chose qui me fait gagner un temps fou. Alors encore faut-il que le WMS connaisse et l'information des commandes, ce qu'on appelle non exécutables, parce que des fois, on bloque les commandes tant qu'on n'a pas toutes les marchandises en stock, on bloque les commandes au niveau de l'ERP, on ne transmet pas au niveau du WMS, et donc forcément, si je n'ai pas l'information, je laisse rentrer ma marchandise dans les stocks. Je vous en ai parlé tout à l'heure assez longuement, l'amélioration de la saturation des UM, des unités de manutention et des rayonnages. Donc voilà, c'est la référencement, c'est du compactage, de l'optimisation, respect des classes de rotation ensuite, les produits A devant, les produits B un peu plus loin, les produits C moins accessibles. Voilà, tout ça, la gestion des saisonnalités quand on est dans le fashion aussi. Voilà, mes produits permanents, mes produits saisonniers, etc. Donc tout ça, c'est des choses que bien paramétrer le système d'information vous fait et vous propose, avec vraiment des belles optimisations en termes de stockage. Et là aussi, des systèmes qui savent gérer des emplacements rack, des emplacements masse, des emplacements donc avec des racks dynamiques, etc. Donc tout ça, le système va pouvoir vous le faire. L'amélioration de la productivité, là aussi, vous en avez parlé tout à l'heure dans les exemples, hein, on est sur la notion d'affectation de mission, de géolocalisation, la notion d'optimisation des vagues de préparation, le pick and pack, je pars directement avec un colis, donc c'est ce qu'on appelle le précolisage. Je sais que la commande numéro 357, je vais pouvoir la mettre dans tel type de carton, et donc je vais partir, je vais remplir mon carton, et derrière, j'ai plus qu'à le fermer et à l'étiqueter, l'identifier, et je n'ai pas à reprendre la marchandise. D'autres systèmes vont vous permettre de faire des vagues de préparation, de tout collecter pour une série de commandes et ensuite d'aller faire du dispatch sur la table. Donc tout ça, ça fait partie des stratégies de préparation auxquelles on ne pense pas forcément quand on a la tête dans le guidon et auxquelles l'outil devra proposer donc, de la valeur ajoutée par rapport au quotidien. L'amélioration des master data, oui, donc le fait que le terrain enrichisse la donnée, ça permet d'enrichir aussi donc la notion donc
de données dans le RP. Et donc, là, ici, on a des avantages certains, parce que quand on parle de digitalisation, de 4.0, d'intelligence artificielle, si on n'a pas des bonnes données à la base, si on n'a pas des bonnes remontées d'informations, eh bien, on va avoir des difficultés derrière donc, à avoir et à travailler sur la bonne donnée d'entrée et donc moins de valeur ajoutée dans les systèmes. Vous aurez ici une liste d'outils, d'indicateurs potentiels que peut vous donner un WMS. Alors, on est sur une liste assez peu exhaustive finalement. On peut être très imaginatif avec un bon outil. On peut déterminer ce dont on a besoin. L'idée, c'est quoi? C'est dire soit on est autonome dans l'outil pour sortir donc des indicateurs, soit on n'est pas encore autonome et auquel cas on fait des preuves de concept, on fait des extractions sur Excel ou sur un tableur quelconque. On définit notre tableau de bord et ensuite on demande à l'intégrateur de réaliser ce tableau de bord pour qu'il puisse sortir tous les matins sur mon bureau ou tous les soirs ou une fois par semaine, etc. C'est quelque chose qui est important. Je vous laisserai découvrir donc, ces exemples d'indicateurs qu'on est capable de réaliser. Les interfaces homme-machine, c'est important aussi. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est de fiabiliser la collecte d'informations, l'échange d'informations entre l'humain ou la machine opérante, et donc le WMS. Donc, évidemment, historiquement, on connaissait les supports papier, puis ensuite, on a commencé à flasher avec des terminaux radiofréquences. Certaines exploitations utilisent du voice picking quand on a vraiment besoin, donc on a une grosse productivité à avoir et besoin de main libre. Des systèmes de détrompeurs, donc Click to Light, pareil, je vous invite à venir les découvrir peut-être sur soit sur des salons, soit sur notre chaîne YouTube. Des systèmes RFID, passifs ou actifs, il y en a qui communiquent et d'autres qui attendent qu'on s'approche pour avoir l'information. Moins développé les vision picking, mais je pense que ça va revenir aussi, donc où on a finalement un peu comme la réalité augmentée, donc on rajoute des éléments, on regarde une adresse picking, la lunette détecte le code produit et nous informe directement sur l'écran si on en a en stock, à quel endroit, etc. Donc c'est quelque chose qui facilite la vie. Je vais assez vite parce que je vois que l'heure tourne assez vite. Bon, ici, on est sur l'identification automatique des collègues de données. Voilà, l'idée, c'est de dire, je peux avoir la reconnaissance visuelle, je peux avoir donc une notion de RFID. Vous allez acheter des articles de sport dans un grand magasin qui est connu. Vous mettez vos articles dans une bassine, ça détecte automatiquement tout ce qu'il y a à l'intérieur de manière très précise. Ça, c'est pour vous et pour l'exploitant. Tous les soirs ou régulièrement, on passe comme une raquette de tennis à côté des rayons et on sait exactement ce qu'on a en stock dans les rayons. C'est quelque chose qui permet de gagner du temps. C'est un échange. Hein. Là aussi, c'est une interface homme-machine. On alimente la machine avec des informations. D'où ce petit visuel que vous aurez qui compare la notion de code barre. Alors, les codes barres s'agrandissent avec l'arrivée des QR codes. On gère jusqu'à du numéro de série et jusqu'à de la traçabilité assez complète avec ces codes barres, comparé donc au RFID où on met encore plus d'informations donc dans une puce RFID. L'inconvénient de RFID, c'est qu'elle n'est pas très compatible avec tout ce qui est environnement métallique. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre avec nos WMS? On va savoir gérer des rendez-vous, donc ce qu'on appelle les stock management, les rendez-vous transport, pour pouvoir anticiper les charges, lisser les charges donc, des opérateurs. On va pouvoir affecter les missions avec des notions d'ordonnancement, gérer des hubs et du cross-docking, gérer des quais, gérer du colisage avec des notions de rapport poids-volume, c'est important, hein, ce qu'on disait le pré-colisage, la gestion de la donnée, les rapports, l'audit, l'efficacité, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, je vous parlais donc, du stock management. L'idée, c'est finalement d'optimiser ces ressources, affecter les bonnes charges au bon endroit, au bon moment pour qu'un camion qui se présente, à la fois, donc, on a de la ressource pour le charger, à la fois, on avait glissé la charge, où on a pu faire en sorte de préparer la marchandise pour cette expédition aussi.
On a des outils de gestion, d'optimisation de quai également, voilà, pour limiter la circulation sur les sites logistiques. On donne des consignes de libération de quai, etc. Donc, et d'affectation de quai en fonction de là où on a positionné les marchandises. Alors évidemment, si on a un entrepôt de 1000 m² et 3 quais, c'est peut-être un peu moins gênant. Par contre, on a aujourd'hui des mastodontes qui ont plusieurs dizaines, voire des centaines de quais. Et donc, c'est important aussi de savoir gérer et donc d'optimiser l'occupation des quais. Parmi les briques complémentaires, on a celle-ci qui est très peu exploitée, mais qui est pourtant importante. C'est la solution Real-Time Location System, RTLS, qui permet de géolocaliser des articles, des produits, quand on est sur des produits sensibles, quand on est des fois sur des appels, et qu'on a de la marchandise dessus, on associe contenu contenant, on ne sait pas trop à quel endroit. Donc, on peut greffer donc, ces systèmes RTLS à condition d'avoir les bons capteurs, parce que ça nécessite un équipement d'entrepôt quand même, mais ça permet non seulement d'avoir un visuel 3D, de savoir d'avoir une cartographie dynamique comme le propose maintenant beaucoup de WMS, mais en plus d'avoir cette géolocalisation et de s'assurer que le produit ou un produit de forte valeur, par exemple, ou un agrès qui contient des articles, est localisé à tel endroit, est encore à l'intérieur du site où a été sorti. Parmi les briques complémentaires qui ne sont pas neutres ici, donc on a l'optimisation des unités de manutention. Voilà, avec des produits de différentes configurations, des petits, des gros, des moyens volumes, comment on optimise les couches, comment on optimise la palettisation. C'est vrai aussi en entrée maintenant en stock quand on va chercher d'automatisation avec la standardisation de bacs 600 par 400. Voilà, ça va permettre d'aller optimiser là aussi tout ce qui va être palettisation, soit pour rentrer dans l'entrepôt, soit pour sortir, et notamment quand on change des conteneurs, par exemple. Briques complémentaires, les briques sur l'intelligence artificielle, les business intelligence qui vont nous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions dans avec les meilleures dispositions possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable aujourd'hui et qui est de plus en plus apprécié. On n'est pas sur des systèmes qui prennent des décisions, mais on est bien sur des systèmes qui vont suggérer des décisions en fonction d'un maximum d'informations disponibles dans l'entrepôt. Des outils donc d'automatisation des processus, ça c'est important aussi, vous parlez tout à l'heure de dire il y a du machine learning, le système constate que tous les jours à 15 h je prépare tel et tel départ, il va me proposer à un moment donné de prendre la main et d'assurer donc ces notions donc, de départ et donc d'automatiser toutes ces tâches répétitives qu'on a devant un écran, derrière un bureau et qui ont finalement peu de valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment de recentrer la matière grise plutôt sur la partie paramétrage, la partie planification. Et derrière, donc, il y a beaucoup à gagner en termes de retour d'investissement sur ces outils-là. Alors, on a vu un certain nombre d'avantages que permettent donc de tirer donc, ces WMS, le temps réel, la limitation des erreurs, la fiabilité des inventaires, la rigueur des processus, etc. Il y a un certain nombre d'efforts qu'on a essayé de lister ici qu'il faut faire. J'ai tendance à dire qu'un bon logicien, c'est un bon feignant, c'est-à-dire qu'on met un grand coup de collier au départ et puis ensuite les opérations sont plutôt fluides. Et donc bien ici, c'est ça aussi, c'est le bon cahier des charges avec une bonne analyse fonctionnelle, un coup de conception et de mise en œuvre qu'il faut maîtriser parce qu'il n'y a pas que l'outil, mais il y a toute cette partie montée en puissance, conception, paramétrage, interfaçage, etc. Donc attention aux coûts cachés de l'implémentation des WMS, l'engagement des ressources, parce que pendant qu'on fait ça, on ne cherche pas le quotidien, les démarrages qui peuvent être des fois un petit peu longs et fastidieux, donc toutes les mauvaises surprises qu'on va pouvoir avoir à développer, donc il faut faire très attention à ça, il faut bien préparer le système et on verra que nous, des gens comme nous qui faisons du conseil et qui avons l'habitude de récupération, évidemment, on peut vous aider à réaliser ça. Comment on choisit ce WMS
Aujourd'hui, on a différentes possibilités sur le marché. On va très rarement aller le reconstituer de zéro. Voilà, ça c'était encore vrai il y a quelques années, quelques dizaines d'années, mais ça c'est terminé. On va plutôt aller chercher quelque chose du marché, ou alors si on a déjà des outils qui sont en place, on va aller chercher et les optimiser. On va aller chercher, étudier une brique d'un ERP, on va aller chercher des outils externes, etc. Soit on part d'une page blanche, c'est le cas ici, et donc on vient analyser nos process et on va regarder quelles sont les valeurs ajoutées des outils du marché. Soit on a déjà des process et du fonctionnement, et là on va aller chercher finalement des nouveaux outils en fonction de ce qu'on fait. Et notre nouvel outil, Futur WMS, va forcément avoir une partie commune. Alors, le process peut être différent, mais je réponds à telle ou telle fonctionnalité. Mais il va aussi répondre et vous apporter des nouvelles fonctionnalités qu'on va très rarement chercher quand on fait des appels d'offres ou des implémentations de WMS, malheureusement. Mais il y a aussi des process actuels qui ne sait plus faire parce que ça a évolué, parce que ça ne correspond plus aujourd'hui, mon mode de fonctionnement ne correspond plus aux outils d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est que j'apprends à faire autrement. Parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que m'adapter à un nouveau processus. Je vais m'adapter aux parties communes et surtout, je vais tirer profit de ce que c'est faire le WMS que je n'ai jamais creusé jusqu'ici. Et donc, c'est quelque chose qui est important quand on est sur ce type de projet WMS, d'aller aussi chercher, tirer des fonctionnalités que j'imaginais même pas existantes. Donc, on l'a vu, WMS, complexifier les projets, difficile d'intégrer, de combiner les technologies parce qu'à un moment donné, il faut faire discuter des fournisseurs. Des choix qui sont nécessaires aussi en fonction de ce que je veux faire et des fonctionnalités que je veux activer. Tout ce qui est en série et tout ce qui est en option. Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est pas parce que mon voisin a mis une solution qu'il faut que je mette la mienne. Et donc, voilà, on peut se faire accompagner par un cabinet comme Cisco pour aller élargir sa vision, bénéficier d'une connaissance des produits du marché, etc. Donc, n'hésitez pas, vous aurez nos coordonnées à l'issue de cet exercice. Et puis, oui, évidemment, ça coûte un peu de faire appel à un cabinet, mais dans le temps, on retrouve un retour sur investissement intéressant. Voilà, alors vous avez remarqué que j'ai un petit peu accéléré la cadence sur la fin parce que j'observe l'heure attentivement. On a dépassé les 45 minutes, mais j'espère que cet exercice vous a plu. On n'a peut-être pas abordé tous les sujets parce que c'est très délicat en 45 minutes de les aborder. Par contre, vous avez très certainement des questions. N'hésitez pas à les poser sur le chat. Pendant ce temps-là, je vous annonce notre prochain webinaire qui va être consacré plutôt à la partie automatisation pour élever nos stocks et raisonner mètre cube parce qu'on a en général plein de place perdue au-dessus de nos étagères et nos stocks dans les entrepôts et alors qu'on sature en termes de mètres carrés. Voilà, donc n'hésitez pas, connectez-vous, inscrivez-vous pour notre prochain exercice du 12 décembre. En attendant, je vais regarder si vous avez des questions. Alors, j'ai quelques questions. Alors, on va nous parler de fournisseurs ici. Je vous rappelle qu'on a une neutralité vis-à-vis des fournisseurs du marché. Le choix entre le WMS Reflex de chez Hardy est différent de notre ERP et le WMS de D365 de Microsoft, donc identique à notre ERP, tout en sachant que le cœur de mon métier est à 50% sur la préparation avec 70% des prélèvements en précolisage, problème avec un logiciel d'imbrication en 2D. Merci. Alors, je ne voudrais pas vous emmener comme ça, sans cahier des charges précis vers la solution. Je vous propose qu'on ait une conversation à l'issue du webinaire, soit cet après-midi, soit dans les jours qui viennent, peut-être pour échanger un petit peu plus sur le fond. Je ne vous garantis pas non plus qu'à l'issue de notre échange, je vous aiguillerai, mais en tout cas, on pourra, je vous donnerai la solution, mais en tout cas, effectivement, je pourrai vous transmettre quelques pistes de réflexion et ce sera avec grand plaisir. J'ai une deuxième question. Pouvez-vous revenir sur les WMS en mode SaaS
Quels sont les avantages de cette solution? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à confier toutes nos données à un hébergeur? Quel est votre avis sur cette question? Alors évidemment, dès l'instant qu'on s'adresse à un hébergeur, on donne nos données. Alors la difficulté, c'est pas forcément la confiance de donner ces données à un hébergeur, parce que il y a des notions de confidentialité et puis voilà, il y a des sécurisations, donc il faut bien choisir l'hébergeur. C'est surtout quand on est en mode SaaS. En mode SaaS, Software as a Service, ça veut dire on va investir non pas dans un logiciel, mais dans un accès en logiciel. On est en mode location finalement. Et je vais payer un abonnement parce que j'ai 15 utilisateurs en simultané qui doivent se connecter sur l'outil. Et donc, ces 15 utilisateurs, je vais payer une licence pour qu'on puisse avoir accès en permanence. Et puis en pic, je vais peut-être passer à 20 et puis revenir à 15 après. Voilà, donc ça c'est l'avantage du mode SaaS, pas de serveur chez vous, pas de notion de mise à jour, alors il faut une bonne ligne internet, des bons accès à réseau, et derrière il n'y a pas de raison que ça se passe bien, vous pouvez même travailler de la maison si vous le souhaitez quand vous rentrez le soir ou le week-end. Bon. Par contre, oui, il faut bien choisir l'hébergeur, en général on a des garanties. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais après-demain quand je sors de cet hébergement et que je veux changer d'outil? Voilà, comment est-ce que je récupère mes données, comment est-ce que je récupère mon historique, comment je garantis mon historique, comment est-ce que l'hébergeur s'engage à travers ce qu'on appelle le SLA, Service Level Agreement, donc il s'engage à me donner accès à 99,9% du temps à mon système, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il y ait de la redondance en cas de crash dans ces serveurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit. Il y a une décision qui est forcément prise au niveau stratégique de l'entreprise sur la partie financière, mais il y a aussi une décision, une notion de gestion de risque finalement à aborder, à appréhender pour avoir des garanties de la part de ses fournisseurs quand on va sur du mode SaaS. Une autre question, comment voir le replay? Le replay, vous allez recevoir un lien tout simplement qui va vous permettre de disposer du replay et également donc, du support. Je suis passé assez vite sur certains slides et du coup, ça vous permettra de le lire à tête reposée. Comment le WMS gère les AMR? Alors, il ne va pas gérer. Un WMS ne va pas gérer les AMR directement. Les AMR vont être gérés et activés par ce qu'on appelle donc, ce fameux WCS, donc, qui va déclencher des missions. Il y a aujourd'hui un peu des rapprochements entre certains WMS qui vont sur des fonctions WCS, certains WCS qui vont vous proposer aussi une fonction WMS. Mais en tout cas, il va y avoir une interface à faire entre les deux pour gérer, donc, pour mettre en route ce système opérant qui est un AMR. Même avec un WMS, les erreurs de prépa sont régulières mais maîtrisées. Comment les éviter à 100%? Alors, j'ai un client une fois dont je tairai le nom, qui me dira on a beau mettre toujours la meilleure organisation, la meilleure sécurisation, on a toujours un coefficient PFH qui intervient. Alors, excusez, je vais être un peu grossier, mais le PFH est le putain de facteur humain. C'est-à-dire que même avec la meilleure organisation de processus, vous aurez toujours un homme derrière qui peut, à un moment donné, flasher un produit, se retourner pour le poser et puis récupérer le produit qu'il avait flashé à l'avance et puis récupérer donc, le mauvais et faire partir le mauvais produit. Alors, pour limiter les erreurs, la première chose, c'est de faire un gros focus sur tout ce qui est en réception. Je réceptionne, je garantis que j'ai les meilleurs produits possibles, enfin les meilleurs produits, la meilleure traçabilité, très fiable, de bonnes informations, que je mets au bon endroit et donc j'assure ma traçabilité sur cette partie réception. Ensuite, pour limiter les erreurs, en fait, vous avez plusieurs stratégies de préparation possibles. Si vous avez une stratégie ou un WMS qui vous dit tu vas me chercher les produits, puis tu arrives sur un poste de contrôle et là tu contrôles tout, on peut cumuler les erreurs parce qu'on va devoir remodifier, revenir, etc. sur la préparation. Idéalement, c'est dire je dois pouvoir flasher, voire faire un contrôle pondéral quand je suis
importance de la master data, quand je suis directement à côté de mon emplacement. Je prends mon colis, je le mets dans un bac, j'ai la pesée automatique, ça compare avec le poids théorique, comme les caisses automatiques que vous avez en grande surface aujourd'hui. Quand vous posez le produit, il y a une comparaison avec le poids théorique de l'article et ça vérifie déjà que c'est le bon poids et que vous n'avez pas pris l'article d'à côté. Et puis après, il y a des stratégies qui ne sont pas forcément liées au WMS, qui sont de dire je ne mets pas d'emballage qui se ressemble côte à côte, ou quand j'ai des alternatives logistiques, je fais attention à ce qu'elles soient plutôt éloignées, etc. Et donc, ça peut être ça aussi. Après, c'est tout un écosystème. Effectivement, le WMS ne fait pas tout, mais par contre, un bon WMS avec des bonnes interfaces en machine va déjà limiter considérablement vos risques d'erreur de préparation. Je vais vous laisser, merci beaucoup, très bien, merci. J'ai une autre question, c'est dit juste pour les réappros, mais je n'ai pas le début de la question visiblement. Si, peut-être. Qu'est-ce qui est le plus cher entre SaaS et on-premise? Alors, à l'instant T, donc l'investissement en général, on-premise est plus cher, évidemment, parce qu'il faut sortir l'argent tout de suite. Avec le temps, le mode SaaS est un petit peu plus cher, puisque vous payez un hébergement, une location, etc. Par contre, ça inclut aussi tous les efforts de mise à jour que vous avez. Et donc, c'est important à un moment donné d'avoir une vision plutôt long terme, minimum 5 ans, plutôt que la vision à l'instant T. Et puis la dernière question, bravo Bruno pour cette présentation claire professionnelle. Donc, je vais passer, merci beaucoup à vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie, on a débordé un petit peu sur le temps. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, vous avez pas encore, mais vous avez bientôt, mais vous les avez eu à l'inscription. Voilà. Nos coordonnées, mes coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez envie de parler d'un de vos projets, si vous avez besoin d'aide également, nous sommes à votre entière disposition. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, belle fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.